Mais ce qui m'a le plus marqué dans cette interview, dans cette enquête, oui. Quand j'ai fait ces interviews avec la police, avec les magistrats, avec les avocats et avec certains escrocs, c'est que les meilleurs escrocs avaient leur contact au sein des banques. Oui, c'est ce que vous montrez à un moment, c'est qu'en fait, ils se font embaucher au sein des banques ou ils ont des contacts au sein des Soit banques. ils se font embaucher au sein des banques, parce qu'avec l'intérim, aujourd'hui, c'est très facile d'avoir accès à un poste de conseiller bancaire, soit les escrocs qui font énormément d'argent vont avoir la malice de corrompre certains conseillers qui touchent entre 1700, 1800, peut-être maximum 2000 euros par mois, leur proposer 3000 euros pour une fiche client d'un client qui aurait 50 000 euros qui dorment sur un compte pour avoir la crédibilité maximale. Donc toutes les informations. Toutes les Et c'est même informations. pas issu d'un hacking, c'est même pas acheté sur le dark web, c'est simplement ça a été transmis par quelqu'un qui était dans la banque. Exactement, et ça je m'attendais pas à écrire ça du tout, j'avais l'impression que c'était un peu quelque chose qu'on pouvait rêver, imaginer, mais pas que Oui, c'était la c'est digne d'un réalité. scénario de film ou de série policière. Sauf que rien que l'an dernier, il y a eu 500 cas de fraude interne dans juste les plus grosses banques françaises. Vous imaginez le nombre de fuites de données que ça peut engendrer. C'est considérable. Et en fait, c'est un système qui s'auto-entretient parce que les escrocs gagnent de l'argent. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent ont le luxe de pouvoir avoir des informations par des employés de la banque. Et quand les banques découvrent qu'il y a des employés de banque, soit qui fraudent, soit qui offrent des informations à des escrocs, ce que font les banques dans la majorité des cas, c'est qu'elles virent ces personnes-là, mais ces personnes-là peuvent se faire employer dans d'autres banques. Donc en fait, ce sont des cas qui ne sont pas judiciarisés. Oui, c'est ça, ce que vous dites, c'est que c'est pas judiciarisé parce qu'il y a un risque de réputation pour les banques qui est plus fort, effectivement, que... Et ça se comprend du point de vue de la publicité. Du point de vue de l'éthique, c'est beaucoup plus difficile à comprendre parce que pour mettre fin à ce genre de phénomène, l'idéal serait de judiciariser. Et quand j'ai rencontré certains juges d'instruction qui n'avaient pas forcément le droit de parler, mais qui l'ont fait dans l'intérêt public parce que c'était un livre, ils m'ont dit, mais nous, quand on enquête et qu'on a la sensation qu'il y a un escroc à l'intérieur d'une banque, qu'on montre les preuves, en tout cas des suggestions à la banque en disant, regardez, là, ça a fait 200 victimes, il y en a 199 qui viennent de votre banque, il y a sûrement quelqu'un à l'intérieur qui est en train de faire fuiter des données. Les banques, dans la majorité des cas, en tout cas dans les dossiers que ces juges d'instruction avaient, les banques ne répondent pas parce que ça voudrait dire que, ok, il y a un escroc, on judiciarise, il y a un procès, il y a des médias, donc notre réputation... Donc quand c'est le juge d'instruction qui dit, globalement, on répond pas, si je comprends bien. C'est à la limite, quand on s'en rend compte nous-mêmes, on vire, mais s'il y a un risque de devoir judiciariser, c'est plus compliqué. C'est ça, et ça, c'est ce que vous venez de dire, c'est le bilan de la police judiciaire et des magistrats en ce qui concerne les banques et les escrocs en interne.